Ok, aujourd'hui on va parler du langue de calcul. C'est un tout petit langage qui sait tout faire. On va parler de la syntaxe, on va parler d'un truc qui s'appelle query, ça veut dire qu'on n'a que des fonctions d'un argument, variable libre, liée, la sémantique, il y a 3 règles, alpha, bêta, eta. Et la substitution pour faire la règle bêta. Après, on va faire des calculs avec, programmer avec, arithmétique, logique, liste, fonction récursive et le théorème de Church-Russell. Ça, vous allez voir. Je commence par vous montrer le drapeau ukrainien pour montrer notre solidarité avec des gens en Ukraine qui se battent pour leur liberté et la nôtre. Ok, donc on va parler du nombre de calcul. Le nombre de calcul, c'est très simple, mais c'est Turing complete. Ça veut dire qu'on peut faire tous les calculs. On peut faire tous les types, tous les contrôles en nombre de calcul. En plus, on a un théorème très puissant qui s'appelle Church-Russell. Ça veut dire que le nombre de calcul est confluent. Ça veut dire que n'importe quel ordre on fait de réduction, c'est toujours le même résultat. Ça veut dire qu'on peut faire les calculs dans n'importe quel ordre. C'est un truc qui n'est pas vrai pour la plupart des langages. Hein. Pour un langage Java, si on a des threads et on fait des exécutions, le résultat peut changer. Mais en nombre de calcul, non. C'est toujours le même. Et le nombre de calcul est la base du higher order. Okay. Donc, le nombre de calcul, c'est un tout petit langage, on appelle ça un système formel pour faire des calculs. Il n'y a que 2 choses en nombre de calcul. On crée des fonctions et on appelle des fonctions. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. On appelle ça function abstraction and application. Ça a été inventé par un logicien, donc un mathématicien qui s'appelle Alonzo Church dans les années 30. Et en fait, on peut faire une machine de Turing. On peut faire tous les calculs avec un lambda, tous les calculs avec le lambda. Hein, avec ce qu'on appelle le untyped nombre de calculus, le nombre de calcul non typé. Et dans les années 1960, on a réalisé que, en fait, les langages de programmation sont très très liés au nombre de calcul. On peut comprendre les langages de programmation avec le nombre de calcul. Ça c'est en 1965 par Peter London. Et depuis ce jour-là, tous les langages sont basés sur le nombre de calcul. Donc si vous connaissez le nombre de calcul, vous allez comprendre tout. Ok, d'abord, une petite chose, dans le nombre de calcul, il n'y a que des fonctions d'un argument. Jamais de 2. Hein, si j'ai une fonction xy qui fait x carré plus y carré, déjà, en nombre de calcul, c'est anonyme. Hein, c'est comme les dollars en hausse. On a les 2 arguments, x, y, et ça donne x carré plus y carré. Mais en fait, ce sont des fonctions d'un argument. Donc, on a une fonction d'un argument x. Si on l'appelle, ça renvoie une autre fonction d'un argument, et si on l'appelle avec y, ça fait x carré plus y carré. Et en lambda, notation lambda, on va l'écrire comme ça. Donc on ne va pas mettre des flèches, mais on utilise la lettre lambda avec l'argument. Lambda x, lambda y, x carré plus y carré. Et donc, toutes les fonctions sont des fonctions d'un argument. Et convertir les fonctions en fonction d'un argument, ça s'appelle querying. Donc, aller de ici à là, hein, 2 arguments. Ici, on a 2 fonctions d'un argument. Ça s'appelle le querying, à cause à l'honneur d'un mathématicien qui s'appelle Curie. Maintenant, je vous explique la syntaxe. Le nombre de calcul est vraiment super simple. Donc, voici la règle de grammaire pour le nombre de calcul. Hein? Regardez ça. Il y a les slides dans le... Hein? Si vous regardez, c'est très simple. Un terme
une expression ou un terme, c'est ou une variable, ou une définition de fonction, c'est lambda x point t, ou l'appel d'une fonction, la fonction t1 appelée avec argument t2. C'est tout. Ça, c'est, tu vois, c'est très simple, hein, le lambda calcul. Il n'y a que ça. On a des variables, des définitions de fonctions et des appels de fonctions. Et ça s'appelle une abstraction et ça s'appelle une application. Bien sûr, il y a des variables, hein, x, y, z, il y a le symbole, le petit lambda, et il y a un point qu'on met après le lambda x et le terme, et on a aussi le droit de mettre des parenthèses. Hein. Donc ça, c'est tout. Vous voyez que ce n'est pas super compliqué. Hein. Je vais faire le lien avec Oz. On peut programmer lambda dans tous les langages fonctionnels, donc y compris en Oz. Lambda x point t, en Oz, ça s'écrit comme ça. Fun $x t. Donc en fait, c'est une fonction de un argument x qui renvoie t. Vous voyez ça? En Oz, c'est exactement ça. C'est juste une fonction anonyme de un argument. Et si on appelle la fonction t1 avec argument t2, en Oz, ça s'écrit avec des accolades t1, t2. Donc, vous pouvez, tout ce que je vous montre aujourd'hui, on peut le faire en Oz ou dans tous les langages fonctionnels. Et les queries, voici les queries. Si j'ai la fonction avec deux arguments, x, y, qui renvoient t, à un nombre de calcul, il faut faire des fonctions d'un argument. Donc, ça se fait comme ça. J'ai une fonction argument x qui renvoie une autre fonction avec argument y qui renvoie t. Vous voyez ça? Donc, au lieu d'avoir les deux arguments ensemble, on a des fonctions d'un argument, mais imbriquées. Et si je veux appeler f, x, y, en fait, je dois d'abord faire f de x, et le résultat, c'est une fonction qui est appelée avec y. Vous voyez? Donc, en Oz, on peut l'écrire comme ça. Ça, c'est pour vous montrer comment ça peut s'écrire en Oz. Mais aujourd'hui, on va l'écrire en notation lambda. Ok. Donc, il y a quelques idées que je dois vous expliquer. Hein? Il y a l'opérateur lambda qui va lier la variable. Et si je fais lambda x point t, le lambda x, c'est le binder, c'est la chose qui lie la variable x, et t, c'est un truc qui est lié. Donc si j'ai par exemple lambda x point, et j'ai yx, hein, ça c'est le t, alors x est une variable, un bound variable, une variable liée, ici. Par contre, y est une variable libre, free variable. Hein. Donc, vous voyez, c'est un peu comme une déclaration. Hein. Le lambda, on peut voir ça un peu comme une déclaration. On déclare x, x est déclaré. Mais y ici n'est pas déclaré. Ok? Et c'est important de connaître les variables libres. Hein. Un peu comme dans les environnements contextuels. Hein. On a donc une fonction f v de t, free variables. Avec ça, on peut calculer une variable libre. Et on définit comme ça. C'est très simple. On doit simplement le définir pour les règles de grammaire du lambda. Il y a 3 trucs en lambda. Variable, définition, fonction et appel de fonction. Donc les free variables de x, c'est x, c'est une variable. Les free variables de lambda x point t, c'est les free variables de t, mais moins x, parce qu'on lit x, hein, donc on enlève x de ça. Et quand on appelle une fonction t1 appelée avec t2, on fait l'union des deux free variables. Donc ici, si je fais free variable de lambda x, y, x, hein, c'est free variable de, en fait, on va utiliser cette règle-là, de t, donc yx, moins x. Hein, c'est donc, et là, on a deux termes variables, donc c'est free variable de y, union free variable de x, mais moins
x. Hein? Ça c'est x, ça c'est y. Donc le résultat c'est y. Hein? Ah, ça c'est clair en fait. Hein? Le y est lié, le x est lié là, mais pas le y. Donc le vrai variable de ça, c'est y. Hein? Mais on peut le calculer avec la formule. Ok? C'est juste pour comprendre les free variables. Et maintenant, je vous donne la sémantique. Donc, c'est comme dans la machine abstraite. Il y a une règle pour chaque expression lambda. Et en fait, il y a 3 règles. Il y a ce qu'on appelle alpha renaming, changer les noms de variables, beta reduction et eta reduction. Hein. Church, il aime beaucoup les lettres grecques. Hein. C'est renommage alpha, réduction bêta et réduction eta. Et l'exécution, c'est une séquence, tout comme on a déjà vu. Hein. On commence par une expression, T0, on fait un pas et on fait un autre pas et on continue comme ça. Hein. Et je peux écrire avec une petite étoile pour dire si j'ai 0 ou plusieurs réductions. C'est un peu comme dans une expression régulière. Je peux aussi dire, si je fais alpha, bêta, eta, je peux dire mettre une petite bêta à côté de la flèche pour dire que c'est une réduction bêta. Okay? Ça, c'est les 3 trucs et on va les expliquer. Je vais maintenant vous expliquer ça. Le plus simple, c'est l'alpha renaming. C'est simplement changer les noms des variables dans une expression lambda, mais sans changer le sens. Hein? Par exemple, ici, si j'ai lambda x.x, ça c'est une expression lambda, je peux, à la place de x, dire y. Hein? Ça ne change rien parce que x est lié ici. Hein? On peut changer, ça ne change pas le sens. Hein? Ça c'est une fonction d'un argument x qui renvoie x, ou une fonction d'un argument y qui renvoie y. Donc, les variables liées, on peut les changer les noms. C'est donc assez clair. Hein? Mais on ne peut pas tout le temps le faire. On ne peut le faire que si ça ne change pas le sens. Hein? Ça s'appelle un conflit. Hein? Si j'ai lambda x, lambda x.x, je vais écrire comme ça. Si j'ai lambda x, je mets des parenthèses. Hein? Ça, c'est une fonction d'un argument qui renvoie ça. Hein? Mais je peux changer ça. Je peux dire lambda y. Ça ne change rien. Ça ne change pas le sens. C'est une fonction d'un argument qui renvoie ça. Et ça ne change pas le sens. Mais il y a des trucs que je ne peux pas faire. Hein? Si j'essaye, par exemple, de changer aussi celui-là, si je fais lambda y et je fais lambda x y, ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Parce qu'ici, on a changé le sens. Hein? Ici, ça c'est une fonction d'un argument qui renvoie x. Mais ici, c'est une fonction d'un argument qui renvoie autre chose. Donc ça, ce n'est pas autorisé parce que le sens, on change le sens ici. Hein? Changer sens est interdit. Okay? C'est la seule règle, hein, en fait, pour le alpha. Pas besoin, pas le droit de changer le sens. Hein, il y a différentes possibilités. Ici, le x, ce x-là, il est lié avec ce lambda. Et si on met un y, on change ça. Donc on en change, et ça, c'est pas autorisé. On peut aussi capturer, on dit. Et si j'ai lambda x, lambda y, x, ce x est lié à ce lambda x. Mais si je remplace ce x par un y, bien, il sera lié avec l'autre. Donc ça, c'est pas autorisé non plus. Hein? Si j'ai lambda x, lambda y, x, comme ça, hein? Si je fais, par exemple, je change ce x et ce x est lié. Hein? Si je change ça en y, hein, je change les deux x en y,
Je n'ai pas le droit de faire ça, parce que maintenant j'ai changé le sens. Ce Y, il devient lié là. Vous voyez? C'est un peu comme dans le langage de programmation et les variables locales. Hein? En fait, c'est exactement ça, en fait. Hein? Ici, par exemple, nombre de x, nombre de x, nombre de x.x, ce x, il est lié à ça. Hein? On pourrait le comparer un peu avec un os, hein? C'est comme un local. Hein? Local x in, local x in x. Hein? C'est un peu comme ça. Hein? C'est ça un peu l'idée. Mais en fait, ce sont des fonctions. Hein? Donc en fait, si on veut vraiment savoir ce que ça veut dire en os, on peut dire ça, écrire ça comme ça. Et ça, c'est x. Donc, je peux changer certaines choses, mais pas tout. Hein? Si je peux changer ce x en y, ça ne change rien. Hein? Par contre, si je change ces deux en y, ce n'est pas autorisé. Hein? Si je mets un y ici à la place de x, ça change le sens de la fonction. Donc, je n'ai pas le droit de faire ça. Hein? OK? Donc, en fait, simplement changer le nom des variables liées sans changer le sens. Ça va? C'est clair, les gars? Simon, tu comprends? Oui. Après, je vous donne des exemples. Hein. C'est pas trop compliqué. C'est comme dans le langage de programmation. Hein. Quand on a une variable locale, hein, on a int i, et après ici on a int i, et après on a i égale 5. Hein. Ça c'est en Java par exemple. Hein. Si on change ce i et ce i, on change le sens. Hein. Tu vois? Par contre, si on change ces deux i là, ça va, on ne change pas le sens, tu vois. Donc c'est un peu la même idée que dans le langage de programmation. Ok? Mais en fait, c'est dans l'autre sens. Hein. Les langages de programmation suivent le langue de calcul pour ça. En fait, c'est le langue de calcul qui a inventé cette idée. Hein. Et les langages de programmation le suivent. Ça va? Ça, c'est donc très simple. Hein. Ça s'appelle la conversion alpha ou le renommage alpha. Et c'est simplement changer les noms des variables, sans changer le sens. OK? OK. Maintenant, je vais vers la règle bêta. La règle bêta, c'est l'appel des fonctions. Vous avez compris que la semaine dernière et avant, que l'appel des fonctions est très important. Hein. Vous avez vu avec la machine abstraite que j'ai essayé d'expliquer, c'est très important. Eh bien, la règle bêta, c'est ça, c'est l'appel de fonction. Donc c'est ça qu'on va faire, mais en fait, on va le faire, ça s'appelle beta reduction, réduction bêta. Pour définir l'appel de fonction, on va définir une opération qui s'appelle substitution. Si j'ai un terme T1, à l'intérieur de T1, je vais remplacer tous les X par T2. Je vais les substituer. Par contre, que des occurrences libres. Hein. Si j'ai un terme, par exemple, lambda X, 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 hein, et je fais la substitution, eh bien, ici, le X n'est pas libre, hein, donc ça va rien changer, d'accord? Par contre, si j'ai X, lambda X, j'ai Z, Z, et je remplace le Z par Y, Y, alors je vais obtenir lambda X, Y, 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 comme ça. Hein. Vous voyez comment ça marche? Ici, le X n'est pas libre, donc on ne peut pas le changer. Hein. On ne le voit pas à l'extérieur, il est caché. Et donc, si on fait la substitution avec X, il n'y a rien qui change. Par contre, dans le deuxième exemple, le Z, il est libre. Et si on le remplace, on fait une substitution,
on peut le remplacer par autre chose, hein, comme ça, y, par exemple. Hein. Donc la substitution, c'est remplacer les occurrences libres, mais pas les occurrences liées. Donc on peut aussi faire une définition avec tous les cas. Donc si j'ai x, juste la variable, et je remplace x par t, ben ça donne t. Hein. Si j'ai y, et y est différent de x, et je remplace x par t, ben ça ne change rien, c'est toujours y. Si j'ai t1 appliqué à t2, et je remplace x par t, eh bien, on va le faire à l'intérieur de t1 et à l'intérieur de t2. Et si j'ai une définition de fonction lambda x t1, et je remplace x par t2, eh bien, ça ne change rien, parce que le x est lié là, pas le lambda. Et ici, enfin, si on a un lambda y, t1, et on remplace x par t2, si x est libre dans t1, hein, on peut le changer. Ok? Mais, il y a un truc, il ne faut pas qu'il y ait un y dans t2, parce que le y dans t2 sera capturé par le lambda y. Donc, on doit interdire y dans les variables libres de t2. Vous voyez ça, si je remplace x par y, sinon ça va lier ça. Hein? Donc, je peux vous donner des exemples. Je donne un exemple de ça. Donc, si j'ai lambda y, je vais inventer un truc là. Je vais remplacer x. Donc, si j'ai y appliqué à x, ça c'est mon t1. Et là-dedans, je vais remplacer x par exemple, par z. Hein? Et ça donne lambda y, z. Hein? Tout simple. Le x est libre là, on le remplace par z. Mais il y a des trucs que je ne peux pas faire. Hein? Si je fais y, x comme avant, et je remplace le x par z, y, là je ne peux pas. Parce que ce y va être capturé. Hein? Ça donnerait y, lambda y et z, y. Ce y-là, maintenant, il est capturé. Donc ça, c'est interdit. D'accord? Hein? Donc, d'abord, le x est libre. Mais deuxièmement, si on a de nouveaux termes là, il ne faut pas qu'on utilise la même variable. Hein? Sinon, ce y, ici, il est libre, hein? Mais ici, il est capturé. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ça change le sens. OK? Et on peut utiliser parfois du redevance alpha pour aider la substitution. Hein? On peut changer les noms de variables. Ici, le problème, c'est les y. Hein? Mais je peux changer les noms et après, ça marche. Je vous donne un exemple. Si j'ai par exemple y, lambda yx, je peux d'abord changer le nom et je vais mettre wx. Hein? Et là, je peux changer. Oui. Bonjour. Il n'y a pas de problème. Hein? On a dit que c'est un retard. Donc, je te rafraîchirai un peu. Hein? Je continue d'abord ici. Donc, je change d'abord les y en w. Ça marche. Parce que ça ne change pas le sens. Si je change maintenant le x en z, y, là maintenant je peux le faire. Hein? Parce que ce y et le w, il n'y a aucun problème. C'est pas le même. Ça c'est OK. OK?
Okay. Donc pour la substitution, on peut le faire si ça ne change pas le sens. Ça, c'est l'idée de base. Hein. Donc toute cette définition, ça dit ça. Ok. Et maintenant, on peut expliquer comment ça marche un appel de fonction. Ça, c'est la règle la plus importante. Hein. C'est ce qu'on va faire tout le temps. Là, ça s'appelle réduction bêta. Mais en fait, c'est juste l'appel des fonctions. Ici, j'ai une fonction, lambda x t1. Ça, c'est une fonction d'un argument. Et là, c'est l'argument t2. C'est très simple. Je prends le corps de la fonction, c'est t1, et je remplace tous les x par t2. Mais que les x libres. Hein. Donc, je prends le corps de la fonction et je remplace les x par t2. Vous voyez? Si j'ai lambda x, xx, par exemple, ça c'est une fonction, et je l'appelle, l'argument c'est y, eh bien, je vais prendre xx, et je remplace le x par y, ça fait y, y. Tu vois, le lambda disparaît. Hein? Je vais faire réfléchir un petit peu pour Benita, ça va? Donc aujourd'hui, on va parler donc du lambda calcul. C'est donc un tout petit langage. Je retourne un peu en arrière. C'est un tout petit langage. Et dans ce langage, il n'y a que deux trucs. Définition de fonction et appel de fonction. Ça, c'est le langage de tout. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Hein? C'est ça. Ça, c'est toute la définition du nombre de calcul. Vous voyez que c'est très simple. Hein? Donc ça s'appelle un terme, une expression. Hein? C'est comme une instruction. On a une variable et on a ici une définition de fonction. Donc le lambda, c'est en fait une déclaration de fonction. Lambda x, ça veut dire que x c'est l'argument et t c'est le corps de la fonction. Donc ça c'est une définition de fonction. Et t1, t2 c'est l'appel. Donc t1 c'est une fonction et t2 c'est l'argument. Tu vois, définition de fonction et appel de fonction. Tout simple. Et on peut je peux l'expliquer en OS. On peut faire tout ça en OS avec une autre syntaxe. Donc lambda xt en OS c'est exactement ça. C'est une fonction anonyme d'un argument x dont le corps c'est t. Hein? Et quand j'appelle t1, t2 en OS, ça s'écrit comme ça avec des accolades. Donc en fait c'est pas c'est quelque chose qu'on a déjà vu, en fait. Hein? Le lambda de calcul, ça, c'est une définition de fonction et un appel. C'est juste que c'est super petit. Hein? Et en lambda de calcul, on n'a pas de fonction de deux arguments. Si tu prends une fonction de deux arguments, en lambda de calcul, tu dois faire deux fonctions impliquées d'un argument, x et après y. Et pour appeler fxy, il faut l'appeler d'abord f de x, ça renvoie à une autre fonction, et après on appelle y. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Toutes les fonctions ont un argument. Ok. Ok. Le reste, je vais pour Benita. Maintenant, on va voir la sémantique. Donc on va faire l'exécution des programmes en lambda. Il y a trois règles en fait qui s'appellent alpha renaming, beta reduction, eta reduction. Ça a des noms très mathématiques, mais en fait c'est très intuitif. Alpha renaming, c'est juste de changer des noms de variables. Beta réduction, c'est l'appel des fonctions. Et eta réduction, c'est un truc un peu spécial, on va le voir après, qu'on ne va presque jamais utiliser. Donc on fait l'expression ici. On commence par une instruction, un terme, et on fait une réduction et on continue. C'est comme on l'avait fait avant. Hein. C'est un peu comme notre machine abstraite, mais en plus simple. Hein? Ok. Et j'ai expliqué le alpha renaming, c'est changer les noms des variables déclarées, hein, ce qu'on appelle des bound variables. Si j'ai lambda xx, je peux changer le x en y et ça ne change rien. Hein, c'est juste le nom de l'argument en fait. Hein. C'est comme changer les noms d'un argument. Vous voyez, ça c'est
Par contre, il faut faire attention de ne pas changer le sens. Hein? Si je fais, par exemple, si j'ai lambda x, lambda y, x, je vais l'écrire ici, si j'ai un terme qui est lambda x et à l'intérieur j'ai lambda y, x, là, je ne peux pas changer le x en y parce que ce y, il va avoir un conflit, il va être capturé, on dit. On va changer le sens. Hein. Si on fait lambda y, donc on change le x par y, eh bien, c'est une erreur, ça ne marche pas. Hein. Tu vois l'idée, Benita? Donc, on peut changer les noms de variables sans changer le sens. Ça, c'est l'intuition. OK, et maintenant, on va vers l'appel des fonctions. Pour appeler les fonctions, en fait, on doit d'abord définir ceci, qui s'appelle la substitution. Si je prends un terme et je remplace tous les x par t2 dedans, mais que les x libres, hein. Si j'ai un terme ici, lambda y.yx, et je remplace le x par zz, bien, ça devient lambda yzz. Tu vois, on remplace le x par ça, tout simple, substitution. Par contre, on n'a pas le droit de changer le sens. Hein. Si je remplace le x par zy, eh bien, de nouveau, c'est un peu comme l'alpha chronomage. Il y aura un conflit. Ce y va être capturé par le lambda y. Donc ça, on n'a pas le droit de faire. OK? Donc on ne peut le faire que si ça ne change pas le sens. OK? Et maintenant, on peut appeler les fonctions. L'appel des fonctions s'appelle beta reduction, réduction bêta. Ici, c'est ça la règle. Vous voyez, en fait, les règles de notre calcul ne sont pas très compliquées, mais on va faire beaucoup d'exemples. Après, vous allez voir comment on peut vraiment faire des calculs avec. Hein. Si j'ai lambda xt1, ça c'est une fonction, et ça c'est l'argument t2. Si j'appelle, je vais prendre le corps de la fonction, c'est t1, et je remplace les x qui sont là-dedans par t2, par l'argument. Hein. Donc voici un exemple. Si j'ai lambda x, ça c'est une fonction, et l'argument c'est y, eh bien, je vais prendre le xx, hein, sans le lambda, et je remplace y par le x par y, ça fait y. Vous voyez que le nombre disparaît ici. Hein. Ça c'est l'appel de fonction. OK? Et c'est tout. Et pour compléter, je vais aussi vous parler de eta, mais ça c'est un truc qu'on va très peu utiliser. C'est plutôt là pour faire des... pour les mathématiciens qui vont trouver des théorèmes. Ça a aussi un sens. Mais on va moins l'utiliser. Hein? Pour le eta, je vais vous donner l'intuition, mais après on ne va plus en parler en fait. Hein? Mais je vous explique quand même pour être complet. Si j'ai lambda x tx, ça c'est ma fonction, et je l'appelle à a. Hein? Et si x n'est pas libre dans t. Donc le seul x c'est ici. Ça veut dire que le seul x ici c'est là. Il n'y a pas de x là. Ça va donner t de a. Hein? C'est ça? Hein? Parce qu'on prend ça et on remplace le x par a. Hein? Mais c'est curieux, ça veut dire que lambda x tx et t, en fait, ça fait la même chose. Ça, quand je fais ça à a, ça fait t de a. Si je fais t appelé à a, c'est aussi t de a. Donc ceci, et c'est ça, et ça, en fait, c'est la même chose. En fait, c'est l'idée que s'il n'y a pas de x dans le t, en fait,
on appelle sur x et on fait une fonction, c'est comme si on faisait rien en fait. Vous voyez? Donc on a introduit une règle. On dit que on peut réduire ça directement en t. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout ce que je vais dire sur le état, parce qu'en fait, on ne va pas l'utiliser par la suite. Mais je vous l'ai introduit parce que, comme ça, vous avez tout. On a besoin de ça quand on fait certaines preuves pour les théoriciens, mais nous, on ne va pas l'utiliser pour faire des preuves. Donc, c'est un truc un peu spécial pour résoudre quelque chose. Voici donc un slide. Un slide qui vous donne toute la sémantique du nombre de calcul. Tout en une slide. C'est donc beaucoup plus simple que notre machine abstraite. Hein? Tu vois, Benita? Hein? On a le nombre de x t1 et x est libre dedans, dans t1. Et si on change le nom, on fait le nombre de y, on change le x, ça ne change pas le sens. Hein? Donc ça, on peut faire ça. Ici, on appelle de fonction. Nombre de x t1 appelé à t2, on prend le corps de la fonction, on remplace x par t2, et après l'état, nombre de x tx peut parfois être remplacé par t. Voilà, ça c'est les trois règles. Le plus important, c'est le bêta. Le alpha, on va parfois changer les noms, mais le plus important, c'est le bêta. Ok? Et on va faire des notations. Nous allons écrire de très grosses expressions lambda aujourd'hui. Ok? Donc, je vais faire quelques astuces pour qu'elles soient compréhensibles. Hein? Quelquefois, on peut laisser tomber les parenthèses. Hein? T1, T2, on laisse tomber. Sinon, si on fait plusieurs applications, T1, T2, T3, en fait, c'est comme si on faisait T1, T2 et après T3. Hein? C'est comme ça. Si on a le nombre de x t1, t2, c'est comme si c'est le nombre de x de t1, t2, c'est un tout. Hein? Ce n'est pas le nombre de x t1 à t2. Non, non. C'est tout après le point. Et de temps en temps, si j'ai nombre de x, nombre de y, nombre de z, eh bien, je vais écrire nombre de x, y, z. Hein? OK? Et on va aussi utiliser des abréviations. Si j'ai une grosse expression lambda, je vais lui donner un nom, et au lieu de recopier la grosse expression, je vais mettre la petite expression. OK? Attends, j'allume ça parce que comme ça, quand j'écris sur le tableau, c'est plus clair. Maintenant, on va programmer. Donc, le truc, sur le nombre de calculs, je vais maintenant faire ce que nous allons vraiment faire aujourd'hui. C'est des programmes. Je vous ai dit qu'on peut tout faire. Eh bien, on va le faire. OK? Je vais faire des nombres. 1, 2, 3. Je vais faire l'addition, la soustraction. Je vais faire des opérations booléennes, donc true et false, en dehors. Je vais faire des listes, comme on en a fait, et des fonctions récursives. Et avec ça, vous voyez qu'on peut faire tout. OK? J'ai une question par rapport oui? à calcul. Oui? C'est juste pour savoir, l'onde à calcul, ça sert à quoi exactement? C'est en fait un petit langage qui, en lui-même, ça en fait c'est l'idée du higher order. C'est un tout petit langage qui en lui-même, qui est à la base de tous les autres langages. C'est un peu comme les équations de Maxwell pour un électronicien. Hein, tout le monde utilise des appareils électroniques, mais ça marche avec Maxwell. Eh bien, tous les langages de programmation, en fait, marchent avec le nombre de calculs. C'est juste une décoration. Vous allez apprendre plein de langages dans votre carrière, et on a l'impression qu'ils sont très différents, mais en fait, dans tous les langages, il y a à l'intérieur, il y a le nombre de calculs. Donc le nombre de calculs, c'est la base du higher order, c'est la base de tous les langages.
C'est un peu la clé de voûte, c'est la fondation de l'édifice. Hein. Donc si vous comprenez le langue de calcul, vous allez comprendre, il n'y aura aucun mystère dans aucun langage de programmation. En plus, c'est très simple. En un cours, vous aurez compris. Je vais juste donner un cours sur le langue de calcul, mais ça suffit. Tu vas voir. Et en fait, avec ce tout petit langage, hein, c'est vraiment tout petit, hein, on a variable, on a appel de créer définition de fonction, et on a appel de fonction. Ça, c'est tout. C'est rare qu'on peut comprendre beaucoup de choses avec un truc aussi simple. Hein. Donc c'était, quand les gens ont commencé à faire des langages avec ça, ça a révolutionné les langages. Hein. C'était des années 60 qu'on a compris ça. Hein. C'est relativement récent, hein. Mais l'informatique, c'est récent, l'informatique. Hein. Ça n'a même pas un siècle là. Donc on va tout, avec ça, on peut tout faire. C'est un peu un cours aujourd'hui, c'est un cours un peu les fondements. Hein. Dans la pratique, vous n'allez pas programmer tous les jours avec le langue de calcul, c'est clair. Mais ça va vous aider à comprendre les trucs. Ok? Mais vous allez voir, avec ça, mais c'est incroyable en fait, avec ça, les langages de programmation, par rapport à ça, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on fait dans tous les langages est dedans, ici. C'est incroyable, hein? Tout ce que vous apprenez dans les langages, les structures de données, les classes, les objets, les composants, les agents, tout ça, c'est dedans, c'est déjà là-dedans. C'est incroyable en fait. Donc, il y a les langages, ils font le nombre de calculs et rien de plus. Ok? Mais je vous montre ça. Et avec des exemples. D'abord, on va faire les nombres. 0, 1, 2, 3, etc. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de nombre là, hein? Mais en langue de calcul, on va coder ça avec des expressions lambda. On va dire 0, c'est l'expression, c'est ceci. Lambda f, et ça donne lambda x.x. Et 1, c'est ceci. C'est lambda f, ça fait lambda x, f de x. En fait, on peut voir ça comme une fonction de deux arguments. Hein. Vous allez voir ce que ça veut dire. En fait, ça a un sens aussi. Hein. Vous allez voir après ce que ça veut dire. Le numéro 2, c'est f de x. Vous voyez que le numéro, en fait, c'est le nombre de fois qu'on appelle f ici. Hein. Avec ça, on peut définir tous les nombres. Et quand je dis 2, quand j'écris 2, en fait, c'est juste un raccourci pour ça, pour ce terme lambda. Ok? C'est une abréviation pour ça. Donc, pour me simplifier, je ne veux pas tout le temps écrire ça. Je vais écrire 2. Hein? Ok? Et ça s'appelle des nombres de Church. Ça, c'est une façon de représenter les nombres. Et vous voyez qu'un nombre de Church est une fonction higher order. C'est une fonction de deux arguments, hein? f et x, qui fait f de x un certain nombre de fois. Hein? Et on peut voir ça, le nombre n, c'est comme si on va appeler f n fois de suite. Ça, c'est l'idée. Hein? Ça s'appelle donc un nombre de Church, et on peut faire des calculs avec ça. Et je vais vous faire des calculs. Je vais vous définir une expression lambda. Je vais vous définir qui s'appelle successeur. Je vais l'appeler comme ça. Et si je fais successeur de n, ça fait n plus 1. Ça, c'est
En fait, successeur, c'est une fonction qui fait n plus 1. Hein? On a l'impression que c'est évident ce que j'écris là, mais tout ça, ça c'est une expression lambda, et ça aussi. Hein? Donc, quelle est la magique expression successeur? Bon, il est écrit là, successeur, c'est ceci. Norme de n, norme de f, norme de x, et après je fais f de n de f x, comme ça. Ça, c'est la même chose que successeur. Si je fais ça, et je lui donne un argument n, et je fais la réduction, selon les réductions bêta, je vais faire n plus 1. Ça me fait n plus 1. Vous voyez que c'est une sorte de puzzle que je fais là. Et je vais vous montrer comment ça marche. On va faire un successeur. Supposons que je fais le successeur de 1. OK? Hein? Successeur de 1. OK? Donc je fais... c'est norme de n, norme de f, norme de x, f de n, f, x, et 1, c'est quoi? 1, c'est ceci. Ça, c'est l'argument. Norme de f, norme de x, f de x. Hein? Ça, c'est le 1. Ça, c'est le successeur. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ceci est une fonction d'un argument n qui renvoie ça. Et ça, c'est l'argument. Je vais donc prendre ceci et je vais remplacer le n par ça. Vous voyez comment je fais? C'est une simple... Hein, il ne faut pas être impressionné par les détails. Hein. Ça, c'est toujours une fonction d'un argument. C'est le premier lambda, n, et ça, c'est l'argument. Donc, je fais la bêta, donc je vais remplacer ce n par ça. Et ça va faire, je vais faire donc, ça va faire lambda f, lambda x, donc le lambda n disparaît. Hein. C'est f de, et après j'ai le n, c'est lambda f, lambda x, f, x. Ça c'est le n, appelé à f, appelé à x. Hein, c'est ça. Ça, ce f, c'est ce f. Hein. Ce x, c'est ce x. Hein. Vous voyez? J'ai juste remplacé le n par ça. D'accord? J'ai rien fait d'autre. Hein. Ça va? Vous voyez ça? Et maintenant, je continue. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai lambda f, lambda x, f de x, appelé à f. Eh bien, ceci est une fonction, un argument, c'est f. Donc, je remplace ce f, bien par f, hein, ça ne va pas changer beaucoup, je fais lambda x, f de x. Vous voyez, ça devient ça. Ceci est une fonction, et ça c'est son argument. Et ça devient lambda x, f de x, et ce f, en fait, je le remplace par ça, mais c'est aussi un f, c'est pas un problème. Hein? Et ceci est maintenant appelé à x. Ici, j'ai la fonction lambda x, fx, appelée à x, et donc je remplace dans f de x, le x par x. Donc ça donne f de x. Hein? Ok? Ça reste le f. Hein? Je peux mettre des parenthèses. Et lambda f, lambda x, ça reste aussi. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai simplement fait des réductions bêta. Là, j'ai fait un appel. Là, je fais un appel. Et là aussi. Et là, j'ai ça. Le résultat, c'est ça. Lambda f, lambda x, f de x. Et qu'est-ce que c'est que ça? Miracle. C'est quoi, Benita? Ça? C'est 2. C'est 2. C'est exactement le même que là. Hein?
C'est incroyable. J'ai fait successeur de 1, ça c'est 2, c'est le même lambda que 2. Donc je viens de faire 1 plus 1 en lambda calcul. C'est curieux, non? Qu'est-ce que tu en penses? J'avais juste une question. Oui. C'est pour comment nous, on fait pour définir succès? Ah, je vais vous le donner. Je ne vais jamais demander à vous de mémoriser ce truc-là. C'est pas très facile à les inventer. Donc quelqu'un, avec un peu de réflexion, en fait, on peut réfléchir un peu dessus. Hein. On a ceci, c'est un nombre, et à la place de f, on fait nf, et on met un autre f. Donc c'est comme si on faisait plus 1. Mais je ne vais jamais vous demander de mémoriser ce truc-là. Ok? Si je vous demande, vous devez pouvoir faire ça. Mais je vais toujours vous donner les définitions. Ok? Donc ça, pas de panique, hein, parce que c'est des très grosses expressions lambda. Par contre, il faut comprendre comment faire le calcul. Donc, si je vous donne ça, et je vous donne 1, vous devez pouvoir faire ça. Hein? Par contre, je ne vais jamais vous demander de mémoriser ça. Ok? Non, non. Mais il faut comprendre comment marche le nombre de calcul. Mais toutes les définitions, non, non, non. C'est pas. Ça, c'est pas. C'est pas dans le cours. Mais vous voyez que ça. Et si on met n'importe quel nombre de church ici, à la place de 1, là j'ai mis 1, mais j'aurais pu mettre 5 ici, hein, alors ça va donner 6. En fait, l'idée c'est que ça donne un f en plus. Si on regarde, on peut un peu comprendre comment ça marche. Hein. En fait, il y a un f en plus à la fin, et du coup, c'est dans le nombre de church, c'est le suivant, c'est le successeur. Donc ça marche pour tous les n. Hein. C'est ça, appliqué à n, ça va toujours donner n plus 1. Une autre question sur oui. ce qu'on a fait. Du coup, pour la deuxième ligne, on a fait une réduction. Où ça? Ou là où on enlève le lambda n. La ligne juste en dessous. Oui, quand on appelle une fonction, le lambda n il disparaît. Hein? C'est quand on appelle une fonction, c'est le corps de la fonction qui reste. Hein? Okay. Quand on appelle une fonction, le lambda il disparaît. Hein? Quand on appelle, ça c'est la fonction. Hein? Le lambda x il disparaît là. C'est le corps de la fonction. C'est T1 et qui continue. Et c'est là-dedans qu'on fait quelque chose. Ici, le lambda n, le lambda il disparaît ici. Hein? Et là aussi, hein, on a lambda f, lambda x, fx appliqué à f. Donc le lambda f, il disparaît. Donc il reste lambda x, fx. Hein? Ici, ça c'est appelé avec x comme argument. Et là, c'est le lambda x qui disparaît. Il y a juste fx qui reste à la fin. Vous voyez? Et pourquoi le dernier f il disparaît aussi alors? De quoi? Le f après le fx. Le f, celui-là? Oui, pourquoi celui-là aussi disparaît? Ah, mais parce que c'est l'argument. En fait, c'est le T2, c'est l'argument. Attends, je vais peut-être le faire ici pour faire un peu plus de place. Si je fais ça, lambda f, lambda x, ça c'est la fonction. Ok? Et l'argument c'est f. Ok? Eh bien, ça, ici, c'est le corps de la fonction. Et donc, ce f va remplacer ce f-là. Et donc, ça fait lambda x, fx. Donc, ce lambda, il disparaît. Et ça, c'est l'argument. On le met dedans. Donc, bien sûr, il disparaît là aussi. Hein. Ce qu'on reste, c'est ça. D'accord? C'est important, hein? C'est des très bonnes questions. Hein? C'est super important ce que tu viens de dire. Hein? Parce que c'est clair qu'il faut bien comprendre. Hein? Les arguments, en fait, on les met dedans. Là, c'est le même f, mais ça aurait pu être un g ici. Hein? Je vois ce que je veux dire.
Voilà, c'est F aussi. Et en fait, ce F remplace ça. Et c'est ce qu'on appelle une réduction? Ça, c'est une réduction. D'accord. C'est une réduction bêta, si tu veux. Hein, on peut écrire ça comme ça. Ça donne ça. Ça s'appelle une réduction bêta. J'aurais pu mettre un petit bêta. Ici, hein. Ok. Alors, on ne doit pas le faire. Mais si on veut, on peut mettre l'accent, ceci est une réduction bêta, on peut mettre un petit bêta là, et un petit alpha ici, et un petit état là. Voilà. Ça, c'est une réduction bêta. OK? Ça va. Merci beaucoup, monsieur. OK. Ça, c'est donc le début. OK. Donc, voici, c'est ce que je viens de faire. Hein. Ça, c'est le successeur. Et on peut aussi faire l'addition. Mais je vais d'abord on va faire une petite pause. Hein. Je vous laisse réfléchir un peu là-dessus. Après, on va faire tout ce que nous avons fait en pause, on va le faire en nombre de calcul. Et vous voyez, on peut tout faire. Vous voyez un peu l'idée, hein? C'est une sorte de code, en fait. Hein? On code tout. Mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de plus que ça. En fait, c'est assez incroyable. Tous les langages, ils ne donnent rien de plus par rapport à ça. En fait. Il y a déjà tout là, en fait. C'est ça, là. C'était une grande découverte. Les gens étaient stupéfaits de voir ça. Ok, on va faire une petite pause. Non. Je vais faire 2 plus 2. C'est marrant, ça a l'air sympa. Je vais faire 2 plus 2 un nombre de calcul. Donc, ça, attention, ça c'est une expression lambda que j'écris. Hein. Le plus, il est là. C'est lambda n, lambda m, lambda n, lambda f, lambda x. M de f appliqué à n de f appliqué à x. Ça, c'est le plus. Et les deux, c'est ici. Hein? OK? Donc, si je vais remplacer le plus par sa définition, c'est lambda m, lambda n, lambda f, lambda x. Après, j'ai mf, donc la fonction m appliquée à f. Je vais mettre une autre parenthèse dessus, nf, x. C'est ça. Attention, pas se tromper dans la parenthèse, hein? Sinon, ça casse. C'est comme les sortilèges dans les pâteurs. Hein? Si tu te trompes d'une lettre, ça ne marchera plus. Hein? OK? Voilà, et ça c'est appliqué à 2 et à 2. Maintenant, je vais faire une réduction bêta. Et je vais prendre l'argument m et le premier argument. En fait, c'est d'abord le premier et après le deuxième. Hein? Si j'ai T1, T2, T3, c'est toujours comme ça. Hein? D'abord, ça, après l'autre. D'accord? Donc le 2, c'est M. OK? Donc je vais remplacer les M par 2. Pour l'instant, je garde les abréviations. Hein? Ça fait lambda N, lambda F, lambda X. Les M. Pour l'instant, je vais simplement mettre 2 là. N, F, X. Donc, je vais mettre ça. Donc, je vais faire un peu plus de place ici. 2, 2. Ça, c'est les deux arguments. Donc, ça, c'est comme ça. Ah. Est-ce que j'ai bon, pas trompé. Ça y est, le deuxième 2, il reste là. Le premier 2, en fait, il est là. D'accord? Ça remplace le M. Le lambda M, il a disparu. Hein? Voyez, hein? OK? Benita, tu vois bien, hein? OK, je continue maintenant. Maintenant, il y a le deuxième argument, c'est le N. Donc, c'est lambda F, lambda X, et ça reste 2F. Ici, j'ai donc 2F. Vous voyez que, et ça c'est tout, vous voyez que pour l'instant, je garde les abréviations. Hein? Je vous conseille de les garder le plus longtemps possible, ok? Les abréviations.
Parce que le 2, c'est ça. Hein? Si tu remplaces tout de suite le 2 là, tu vas avoir un énorme truc. Hein? Donc, la règle pour vous et pour moi, c'est on garde le plus longtemps possible de définition. On les remplace uniquement au moment où on va vraiment faire le calcul. Okay? Maintenant, je peux continuer là. Ici, j'ai 2fx et j'ai aussi un autre 2f appliqué. Ici, j'ai 2fx. Je vais calculer ça ici, juste pour que ça ne soit pas trop grand. 2fx, je peux le calculer en fait. Hein. Ça fait, là je vais faire ça. Ça c'est 2. C'est lambda f, lambda x, f de f de x. Ça c'est 2. Appelé à f. Et ça appelé à x. En fait, vous voyez qu'en fait, ici on a une fonction de 2 arguments en fait. Hein. F c'est le premier, x c'est le deuxième en fait. Hein. Hein? On peut d'abord remplacer le f par ce f là, et après on remplace le x par ce x. Là le f et le x c'est les mêmes. Hein. En fait, si on fait les deux réductions, ça fait f de x en fait. Hein. C'est ça qui reste à la fin. Hein. Lambda f, lambda x, ça c'est le premier argument, ça c'est le deuxième. Je fais juste un petit raccourci. Donc 2fx, c'est comme f de x. Ok? Tu vois ce que veut dire un 2? Hein? Un 2, ça veut dire appliquer f 2 fois. Hein? Donc ici, le 2fx, c'est f de x. Ok? Mais ça marche avec n'importe quoi. Hein? Si à la place de mettre un x là, je mets un terme. Ça c'est un t. Bien, on a ça. Hein? Ça marche, c'est pas forcément avec un x. Ce t remplace le x. Ça fait f de t. Ici, j'ai donc 2f appliqué à ça. Donc c'est ça le t, en fait. Hein? Et ça fait donc f de, après ça, f de x. 1, 2, 3, 4. Hein? Et le nombre de f, nombre de x reste. Hein? En fait, j'ai commencé par faire ça. Ça fait f de x. On peut faire, quand on a une très grosse expression lambda, on peut se concentrer sur une partie à l'intérieur. Hein, on fait sa réduction, après on continue. Vous voyez, le résultat, c'est lambda f, lambda x, f, x. Ce 2 et ce 2 se sont mis ensemble, en fait. Hein. Vous voyez ça? Ce 2 là. Et ça, c'est quoi? Je ne l'ai pas écrit là. Mais à quel nombre ça correspond, en fait, ça? Vous voyez l'idée là, à chaque fois, on ajoute un f, si on continue. Hein? On appelle 2 fois, et on a donc 2. Ici, on a quoi? 4, hein? Exactement. C'est 4. Donc, on vient de démontrer que 2 plus 2 égale 4 en nombre de calcul. On a donc fait un calcul là. On a fait une addition en nombre de calcul. C'est impressionnant, non? Quelque part. Ça marche. C'est un puzzle. Attention aux parenthèses. Hein. Faites très attention aux détails. Il faut être méticuleux hein, quand on fait ça. OK? Voilà. Dans le slide, il y a aussi des exemples. Hein. Successeur 1. Hein. Après, il y a multiplication, exponentiation. Je vais juste vous donner un exemple, là, et l'autre, je vais vous laisser comme exercice. Donc, la multiplication, c'est ça. Si je fais multiplication de 3 et 3,
si on fait la réduction, ça va faire 9, hein, en fait, si on le fait. Donc, je vous conseille de faire l'exercice de ça. En fait, on peut aussi l'écrire comme ça. Là, on peut voir ce que ça donne. On va faire plus n, m fois, en fait. Et donc, ça fait m fois n. Hein? Par contre, l'exemple que je vais vous donner, c'est celui-là. Il a l'air très simple. Mais en fait, ça fait l'exponentiation. Je vais faire power, 2, 3. En fait, ça va faire 3 puissance 2, donc 9. Hein. Ça, je vais vous montrer ça. Ok, je vais l'écrire comme ceci, power. Hein. Je vais l'écrire PQ, parce que vous avez fait l'exercice comme ça. Donc, on fait power de 2, après 3. Et vous allez voir que ça va tomber sur 9. Bizarre, hein? Mais d'abord, on va remplacer ça par la valeur, c'est lambda P, lambda Q, PQ, ça c'est power, sur 2 et 3. Et si on fait une réduction, ici on a le lambda P, et ça c'est l'argument 2. Hein? Donc le 2 va remplacer P. Vous voyez ça? Ok? Ça fait donc lambda Q, 2 de Q, ce 2 il disparaît, et c'est appliqué à 3. Ça reste. Ok? Vous voyez comment j'ai fait là? Ce 2 remplace le P, et l'argument 3, ici, il reste là. Parce que ça devient ça. Ok? Maintenant, je peux continuer. Est-ce que j'ai fait? Je veux faire ça. Ok. Hein? Donc, ici, j'ai donc 2, lambda Q, 2, Q. Le 2, je connais le 2. Hein? Et là, le 2. Attends, je dois avoir fait. J'ai fait. Est-ce que j'ai bien fait comme il faut? Attends. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai peut-être fait une erreur. Il faut faire très attention. Power de 2. C'est parce qu'on va utiliser mult dessus, non? C'est pas parce qu'après on va devoir utiliser le mult pour 2 et 3? Non. Le power, c'est que ça. Il n'y a pas de mult dedans. Hein? Parce que après, moi j'ai 2, 3 à la fin. À la fin, on va avoir 9. Mais le power n'a pas besoin de mult. Hein? Mais on peut peut-être avoir une autre définition de power. Mais en fait, le power, ça marche déjà comme ça. Donc, je vois si je ne fais pas d'erreur comme ça. Ok, donc ça fait... lambda Q, 2Q, c'est ça, appliqué à 3, hein, c'est ça, et le 2, ici, c'est lambda F, lambda X, F de X, hein, c'est ça. Lambda Q, comme ça, et tout ça, c'est ceci. Hein. Après, il y a le 3 qui vient aussi. Hein.
Et maintenant, ceci, il y a lambda Q. Je crois que à ce moment-là, ça va devenir. Oui, de lambda QQ, ça fait lambda F, lambda X, F, X. Appliquer ça, c'est tout ça à 3. Et maintenant, il y a un 3, et l'argument c'est F, ça fait donc lambda X, 3 de X. Bien comme ça. Ok. Je me donne un peu plus de place. Ça tourne toujours dans la place. Il faut être calculé. On a donc lambda X. Je prends l'autre. On a lambda X. 3 de X. Le 3, c'est lambda F, lambda X. Je vais mettre un Y pour ne pas tromper. F de Y. Ça, c'est le 3. Ce 3-là, il faut faire très attention. Hein. Je vais appliquer ce 3, mais ce 3, je le laisse pour l'instant. Hein. Et du coup, ça c'est l'argument, et ça c'est la fonction. Et donc ça c'est la fonction de f. Donc ces 3f, on va les remplacer par 3x. C'est l'argument ça. Ça c'est l'argument, ça c'est la fonction. Ok? Ça va donc faire le nombre de x qui reste. Et on a donc ça. On a donc lambda y qui reste, c'est le f qui disparaît. On a 3x, les 3f, y, comme ça, parenthèse, 1, 2, 3, comme ça. C'est ça, hein? Vous voyez, c'est pas super simple quand même, il faut faire très attention. Là, on a un 3xy. On a déjà vu que 2fx, ça fait f de x. Hein? On a déjà vu ça, vous vous souvenez? Ici, j'ai 3xy. Bah, on peut voir ça comme x de x de y. Hein? Ça peut être n'importe quelle variable, on s'en fout. Hein? X, y. Okay? Donc là, on a donc x, y. Ça, c'est ça. Après, ceci est de nouveau 3x avec ça. On a 3x avec ça. Et un autre 3x avec ça. Et après, on a un nombre de x, nombre de y. Ceci, ça va devenir x. Après, on garde ça. X, y. Après, le 3x de nouveau. X. Ouf! C'est compliqué, hein? Et on a, à la fin, on a 9x ici. Et nombre de x, nombre de y, x, mais ce x, c'est comme le f. Vous voyez, on a nombre de x, on peut faire un alpha, on peut changer le x en f si on veut avoir ça. Vous voyez qu'il y a la fonction x, on a x, 9 fois y. Ici, pour 2, on a le f 2 fois y. Donc ceci, c'est un nombre de Church. C'est quel nombre de Church? Si on compte le x,
on voit que c'est le nombre 9. Hein? Donc le résultat du calcul, c'est 9. Et en fait, c'est 3 puissance 2. En fait, on peut, si on regarde bien, on peut voir un peu comment ça marche. Hein? Le 3, là, ici, le 2, ici, on met le 3 deux fois. Mais après, à chaque fois, c'est une multiplication. Ça veut dire 3 fois 3 ici. On a 3, 3, 3. 3x, 3 fois. En fait. Et après, chaque 3x, ça devient x, x, x. Ouf! C'est le plus compliqué, hein, Paul. Hein? Quasiment le plus compliqué. Le but est plus facile, hein? Je vous laisse le but comme exercice. Ok? Ça va, les gars? Il faut faire des exercices, hein? D'ailleurs, dans le TP, avec Christophe, c'est important. Maintenant, on va changer de cap. Je vais faire des opérations booléennes, true et false. Et de nouveau, on va faire un code. On va expliquer true et false en lambda. True et false en lambda. Donc, true, on code comme ça. Donc à chaque fois, c'est un code. Hein. True, ça sera lambda x, lambda y, x. En fait, on peut voir ça comme une fonction de deux arguments qui renvoient son premier argument. Et false, c'est lambda x, lambda y, y. C'est une fonction de deux arguments qui renvoie son deuxième argument. Donc ça, pour nous, ça ce sera true et ça ce sera false. C'est curieux, hein? Et on peut faire maintenant des opérations logiques. Hein? Par exemple, and, or, not, if then else. If then else. Donc P c'est true ou false et AB sont des expressions. Si P est true, on va faire A. Si P est false, on va faire B. Et voici les expressions lambda. Je vais vous donner un exemple, par exemple avec or. Or, false, true. Je vais vous exécuter ça. Ça c'est, je vous rappelle, ça c'est une expression lambda. Donc j'utilise des abréviations. Hein, ok? Et je ne vais remplacer les abréviations au moment où je les utilise. Ça c'est un conseil pour vous, parce que si vous faites ça, vous allez vous perdre dans les lambda. Donc le or, c'est lambda P, lambda Q, P, P, Q. Bien, mais ça, on va appliquer donc ça à false et à true. Ok? Si on fait un pas, P, c'est le premier argument, c'est donc false. Ça va donc faire lambda Q de false, false, Q, true. Et là, il y a différentes possibilités. Hein. Ici, il y a lambda Q avec un Q, et là c'est true. Donc on peut faire encore un pas, ça va faire false, false, true. Vous voyez comment on fait? Donc ici, c'est false, false, ce Q c'est l'argument, et je le remplace par true. Ok? Ça fait false, false, true. Ça, c'est aussi une expression lambda. False, c'est une fonction de deux arguments. Donc on peut voir le false ici comme lambda x, lambda y, y. Sur appelé à false, je peux mettre des parenthèses pour que ce soit vraiment clair. Hein? Donc d'abord false, ça c'est le x. Ok? Si je fais ça, hein, mais il n'y a pas de x dedans, donc ça ne change rien. Ça fait donc lambda y, y.
Ça, c'est le corps de la fonction. Et toutes les x, je les ai remplacées par false, mais il n'y en a pas. Hein. Après, j'ai ça avec true. Lambda y, c'est une fonction constante. Hein. Hein, on remplace le y par true ici. Et ça fait true. C'est fini. Donc, or, de false, true, c'est true. C'est vrai, hein? Le or, le ou, le false. Donc, s'il y a au moins un qui est true, ça va donner true. Ça marche. Pourquoi ça marche? Ben, on peut comprendre, parce qu'ici, on a P, P, Q. P, c'est le premier argument, donc c'est false. Mais cet argument donne lui-même, c'est une fonction de deux arguments, ça donne Q. Et Q, c'est true, en fait. Donc, on voit bien que ça va donner true. Mais si on fait le calcul, on voit bien que c'est true. Ça va? Vous voyez comment ça marche, là? Les opérations booléennes. Donc, je vous conseille de faire quelques exercices. Là, on fait and, true, false. Hein? Donc, le and, c'est ça. True, false. Et ici, on a donc true, false, true. True, false, true. C'est une fonction de deux arguments ici. P et Q. Après, on a true. C'est aussi une fonction de deux arguments. Lambda x, lambda y, x. Ça, c'est les deux arguments. X, y. Et on renvoie x. Donc, on renvoie x, c'est donc false. OK? Vous voyez, il faut, comment dire, c'est un exercice cérébral, hein? Ça. Mais c'est important. Si vous maîtrisez ça, ça va vous donner une très très bonne compréhension de tout ce qui est higher order. Parce que le lambda, ce n'est que ça en fait. Hein. Il n'y a que des fonctions et des fonctions qui s'appellent. Ok? Ça va? Vous comprenez les opérations logiques? Hein? On peut faire des comparaisons, des trucs comme ça. Ça s'appelle des prédicats, hein, une fonction qui renvoie un booléen. Donc la fonction is0, c'est une fonction de un argument. Si l'argument est 0, on renvoie true. Si l'argument est un autre nombre, on renvoie false. Hein? Ok? Ça, vous pouvez vérifier ça. Hein? Vous pouvez faire is 0. Si on donne ça avec le nombre 0, et on fait des réductions, normalement, ça doit donner true. Si tu fais is 0, et tu fais par exemple avec 3, ça doit donner false. Ok? Je vais vous laisser faire ça comme exercice. Ok? Et c'est pas encore fini, c'est presque fini. On va faire des listes et des fonctions récursives. Et là, on peut tout faire. Donc, c'est super important pour un langage d'avoir des structures de données, hein, des listes, des arbres, des tuples. Et donc, la question, comment on fait des listes en ordre de calcul? Il n'y a pas de liste là. Comment on fait le code pour les listes? Bien, on a donc inventé des trucs pour faire ça en ordre de calcul. Ça s'appelle pair. Hein? Pair, c'est comme h bar t. Hein? Pair, c'est une fonction de deux arguments qui fait ces deux arguments, en fait. Hein? On fait pair de deux arguments. Je vais ajouter. C'est comme h bar t en OSA. Après, il y a aussi nil qui fait la liste vide. Et donc, on peut, en ordre de calcul, écrire pair 0, pair 1, nil. Et ça
ça va être comme la liste 0, 1, 1000. 1, 0, 1, 1. Ceci est une grande expression lambda. Hein? Et pair, on le définit comme ça. Lambda x, lambda y, lambda f, f de xy. First, second, c'est comme les points 1, les points 2. C'est le premier élément de la paire. Le second élément, nil, c'est la liste vide. Et nul, c'est un prédicat. Il renvoie true pour la liste vide. C'est comme si comparé avec nil, en fait. Il renvoie true pour la liste vide et false s'il n'est pas la liste vide. Avec ça, on peut faire des calculs sur les listes. C'est incroyable, hein? Je peux, par exemple, je vous donne un exemple de ça, juste pour vous montrer. D'abord, paire de quelque chose. Paire de 5000. On va faire calculer ça. Donc, paire, c'est lambda x, lambda y, lambda f, f de x, y, appelé à 5 et 1000. Vous voyez que je garde les abréviations. Hein? Ici, on a une fonction de 3 arguments. Mais les deux premiers arguments, c'est x, les 5, et les y, c'est 1000 en fait. Hein? Donc si je fais 2 bêta, ça va me faire lambda f de f 5000. Vous voyez, ça, ici, c'est paire 5000. Vous voyez que le 5 et le 1000, c'est un peu caché à l'intérieur. Hein? Ils sont un peu cachés là. C'est une fonction f, et ça fait f de 5000. OK? Si je fais maintenant first de paire 5000, c'est comme on ose de faire la liste 5.1. Hein? First, c'est comme point 1. 5 par 1000, point 1. Hein? C'est ça, first. Hein? Ça te donne le premier élément de la paire. En principe, ça doit me donner 5. Hein? OK? Mais je vais le faire. Ça va? Je ne veux pas trop vite. Vous avez à suivre. Donc, voici l'expression que je vais faire. Donc, paire 5000 d'abord. On a déjà fait, en fait. Hein? C'est lambda x, lambda y, lambda f, 5000. Non, pardon. f, x, y, 5000. C'est ça c'est la fonction. Si on fait juste ça, ça donne lambda f de 5000. OK? Maintenant, je vais faire first de ça, de lambda f 5000, comme ça. First, c'est quoi? C'est lambda p true. OK? Lambda p true. Et ça, c'est le first, et ça, c'est l'argument. Je vais donc appeler ça, tout ça va donc remplacer le P. Vous voyez ça? Lambda P true. Mais ça, c'est l'argument ici. Hein? Donc tout ça remplace le P. OK? Ça fait donc lambda f 5000 de true. OK? Vous voyez ça? Et maintenant, on fait la même chose. Ici, on a la fonction, l'argument. Ça va remplacer le f. D'accord? Vous voyez ça? S'il y a un problème, vous criez fort. Hein? Ah. Donc, ça, et ça fait, je fais donc encore une réduction, ça fait true 5000. Mais, et alors, regarde, true,
c'est une fonction de deux arguments qui renvoie le premier argument. Donc, on peut faire lambda x, lambda y, x. Là, c'est les deux arguments. Donc, le 5 va remplacer x et le nil va remplacer y. Mais il n'y a pas d'y ici. Hein? Donc, le 5 remplace x. On peut faire ça par part. On peut faire comme ça. Et après, on appelle à nil. Hein? Ça, 5 remplace x, ça fait lambda y 5. Et ça, on appelle ça nil. Bien, mais le nil remplace y, mais il n'y a pas d'y. Donc, ça donne juste 5. C'est une fonction constante, en fait. Il renvoie toujours 5. Hein? 5. Donc, paire de first de paire 5 nil, ça donne 5. On peut faire ça en nombre de calcul. Donc, tu peux faire des listes. Tous les programmes sur les listes qu'on a fait en OS, on peut les faire en nombre de calcul. OK? Monsieur, j'aurais juste une petite question. Oui. C'est juste que je n'ai pas très bien compris d'où vient le XP Petro. À la ligne first. Ah, ici? Oui. C'est la définition de first. Ah, ok, sorry. C'est lambda P, P de true. Ok, c'est ça que j'avais pas. C'est la définition de first, ça. Hein? Okay. Tout simple. Non, non, c'est très bien. Hein? Donc, il n'y a pas de mystère normalement, tout doit être clair. Hein? Si un truc qui n'est pas clair, hein, vous avez compris les autres. Ce qui se passe là, ça c'est lambda P, P true, c'est une fonction de un argument, le P, et ça c'est l'argument. Donc ça remplace P. Donc, alors, donc ça appliqué à true. Hein? Mais ceci est de nouveau une fonction d'un argument. Et là, le true remplace F. Ok, ça fait true 5 nil. Et true, c'est une fonction de deux arguments. On peut tout de suite voir ça en fait. Hein? C'est une fonction de deux arguments qui renvoie son premier argument, true, et donc ça va renvoyer 5. Mais on peut aussi mettre la définition de true et faire le calcul là, et on va avoir 5. Hein? Vous pouvez imaginer que le type qui a inventé ça, c'était un genre de super geek, non? Pour inventer ça, il faut avoir certaines tournures d'esprit. Mais il y a une raison pour faire ça. Ça montre que les listes dans un langage de programmation, ça donne rien de plus par rapport au lambda. On peut dire, ah ouais, on ajoute des listes, on a augmenté la puissance de notre langage avec un nouveau truc qui n'existait pas avant. Ben non, c'est faux. On peut déjà faire des listes avec le lambda. Donc, ajouter des listes à ton langage n'ajoute rien aucune possibilité en plus. Parce que les listes, on pouvait déjà les faire en lambda. Vous voyez? Donc, on peut voir que tout est déjà ici, en fait. Ce qui est incroyable. Hein? C'était un énorme résultat. Dans le langage de programmation, tout est là-dedans. Et il n'y a rien d'autre. On dit c'est Turing complete. Vous avez déjà peut-être vu le concept, non? La machine de Turing, c'est la machine qui peut faire tous les calculs qu'un ordinateur peut faire. Mais le nombre de calculs, c'est pareil. C'est aussi puissant qu'une machine de Turing. Ça peut faire tous les calculs. OK? Ah, on peut donc faire des listes. Voilà. Une liste, c'est un truc récursif. Hein? C'est nil ou une paire d'un élément et une autre liste. Donc, en langue de calcul, on peut donc faire les listes hein, avec paire et nil. Et il y a un exemple de paire ici. Je définis une fonction. C'est un peu curieux, vous allez voir, qui s'appelle shifting. Je le définis comme ça. Je peux aussi le définir en OSA, faites cette définition. Ça prend une paire, mn, et ça la transforme en paire nn plus 1. Hein? Ça prend une paire, donc lambda x, x c'est l'argument, c'est une paire.
ça prend second de x, c'est donc n, et le successeur de second de x, c'est n plus 1, et ça en fait une nouvelle paire. C'est donc le résultat, si on donne mn comme entrée, ça fait n plus 1. Et avec ça, on peut définir la fonction prédécesseur. Ça veut dire qu'il prend n qui fait n moins 1. Hein? C'est une astuce. Hein? On commence par 0, 0. On fait ça n fois shift inc. N, vous vous souvenez, en fait, on fait la fonction n fois. Et donc, on va donc, si on fait n fois ça, on a n moins 1 n. Et après, on prend le first de ça, et ça donne n moins 1. Donc, avec tout ça, on peut faire le truc qui est l'opposé de successeur. C'est plus compliqué que successeur. Hein? Prédécesseur, c'est un truc plus compliqué. Mais on peut le faire avec paire. Ok. Je vais faire juste une dernière chose maintenant. Mais c'est un peu plus subtil. C'est les fonctions récursives. Je vais faire un peu de place. En OS, on peut faire des fonctions récursives. Hein? Et dans les langages fonctionnels, on peut faire des fonctions récursives. Mais en fait, en langue de calcul, il y a un petit problème. Je vous explique. Et donc, il faut une astuce. Il faut un système pour résoudre ça. Hein? Si on fait en OS, par exemple, je vais l'écrire. Hein? Je vais l'écrire en OS. La fonction factorielle n. Hein? Je vais l'écrire if n égale 0, then 1. Je ne vais pas faire avec des accumulateurs, mais on peut le faire. Hein? Mais c'est juste pour avoir le truc le plus simple. N fois factoriel n moins 1, n. Ok? Ça, c'est une fonction récursive. Hein? Le problème, si on veut faire ça en nombre de calcul, c'est qu'il n'y a que des fonctions anonymes. Ici, cette fonction, il a un nom, en fait. Il a un nom, il s'appelle fact. Mais en nombre de calcul, on ne peut pas donner des fonctions de nom comme ça. Il faut que ce soit un argument. Donc, il faut faire un truc comme ceci. Regarde. Donc, j'ai le nom ici. Et j'ai un argument f en plus. Je vais juste vous montrer ça. If n égale 0, then 1, else n fois. Et maintenant, on appelle les récursifs, mais avec l'argument f. La f, c'est la fonction elle-même, en fait. C'est la fonction fact, donc on fait f, 2, mais c'est une fonction de deux arguments. f, 2, n moins 1. Ici, on veut faire factoriel de 5, il faut faire fact de 5. Hein? Il faut donner le nom comme argument. Donc, si on le fait en langue de calcul, il faut faire un truc comme ça. Alors, on ne peut pas donner des noms aux fonctions en langue de calcul, mais ça doit donc être un argument. Hein? Ça doit être un argument. Donc, il faut faire un truc plutôt comme ça. Ça, c'est juste une intuition. Hein? Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire ça en langue de calcul. Donc, en langue de calcul, il faut donc faire une fonction de deux arguments. OK? Donc, voici. Je vais vous faire la factorielle. Maintenant, je vais vous faire la factorielle en langue de calcul. Hein? On va faire, je vais vous construire, donc je vais construire une expression lambda qui fait la factorielle. Hein? Si j'ai factorielle n, je vais faire un truc du genre if n égale 0, then 1, else n fois factoriel n moins 1.
Mais ça, je ne peux pas faire en lambda parce que les fonctions n'ont pas d'un nom, c'est anonyme. Ça doit être un argument. Donc, je dois faire une fonction de 2 arguments. Hein? 2 arguments, c'est le n, mais aussi la fonction elle-même. OK? Et donc, je définis une fonction de 2 arguments. Je vais appeler ça comme ça. Lambda R, lambda n. R, ça veut dire la fonction récursive. Hein? Et je vais faire if n égale 0, then 1, else n fois. Et maintenant, j'ai fait R, l'appel récursif, fois n-1. OK? Donc, je peux faire comme ça. Mais, à l'intérieur ici, il faut... le problème, c'est que ça, c'est un seul argument. En fait, il faut 2 arguments ici. Il faut donner la fonction elle-même comme entrée. Hein? Je pense qu'il faut faire... comme ça. Hein? Donc ça, je vais essayer de faire ça en nombre de calcul. Mais il faut que je donne la fonction elle-même comme entrée. Ça doit être la fonction elle-même. OK. Ça va, je vais faire la construction. Pour que ça marche, je vais faire une sorte de tour de magie. Je vais définir une fonction qui m'aide, un helper, une fonction auxiliaire. Je vais définir un truc un peu magique qui s'appelle le combinateur Y. C'est une expression lambda qui est comme ça. C'est un truc un peu célèbre dans le monde des langages fonctionnels. Hein, c'est comme ça. Je dis pourquoi ça fait quelque chose. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est ça. Cette expression lambda, je le sors de mon chapeau et elle va nous aider pour faire la fonction récursive. C'est une expression un peu célèbre, hein, s'appelle Y Combinator. Si vous connaissez les gens qui font la programmation fonctionnelle, c'est un peu le nec plus ultra. Il y a même une entreprise qui s'appelle Y Combinator, okay? Mais c'est avec ça qu'on va faire les fonctions récursives. Et pourquoi c'est spécial? Vous voyez que c'est un peu curieux, hein? C'est lambda G, après il y a 2 fois la même chose. Lambda X, G, X, X, lambda X, G, X, X. Et si je fais Y de G, ok, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer. Je fais Y, ça c'est Y de G. Comme ça, Y, X, G, X, X, G. Ça c'est ça. On fait comme d'habitude. Ça c'est l'argument. Le G va donc remplacer tous les G qui sont dedans. Ok? Ça va? Ok, je fais ça. Ça fait donc lambda X, G, X, X, lambda X, G, X, X, et je continue. Ok? Ici, ça c'est une fonction de un argument, et ça c'est l'argument. On voit, on peut voir ça comme le serpent qui mange sa queue. Cette fonction, on va lui donner lui-même comme argument. Tu vois, c'est 2 fois la même. Hein? Donc ça, c'est l'argument. Et ça va donc remplacer le X. OK?
ça nous donne donc le lambda x disparaît, c'est g, et après il y a ça, x. Mais x, c'est ceci, hein? C'est donc lambda x, gx, suivi par lambda x, gxx. Qu'est-ce qu'on voit là? En fait, si on regarde bien, c'est ça. Ceci, c'est la même chose que y de g. Ceci, c'est la même chose que y de g, mais il y a un g devant. C'est comme une machine qui peut sortir les g. Je fais YG, je l'exécute, j'ai g, et encore une YG. C'est comme une boucle infinie. Hein. Si on continue, on peut faire sortir autant de g qu'on veut. YG, c'est une sorte de générateur de g. Si on continue, on peut faire g, il y a toujours une YG à la fin, il ne disparaît jamais. C'est une sorte de boucle infinie. Vous voyez, bonne question. Comment on fait pour l'arrêter? Eh bien, on va l'arrêter. C'est les if ici. Vous allez voir. C'est les if qui va l'arrêter, en fait. Je vous montre ça. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps à faire ça. Je ne veux pas faire un truc pressé, mais je vais vous expliquer un peu l'idée, et après, on verra ça la semaine prochaine. Et donc, avec le y, avec ce y, on peut faire des fonctions récursives. Parce que la fonction g, c'est la fonction qui fait factoriel ici. Vous voyez, c'est cette fonction-là. Et c'est ça la fonction g. Et on a calcul, et le g, il sort là. Et du coup, on va pouvoir faire g avec YG et 4. Donc si on veut faire factoriel 4, d'accord? Donc on fait ça. Ça fait g de YG 4. Mais g, c'est une fonction de deux arguments. Hein? R et n. Et si on exécute, le n c'est 4, if 4 égale 0, then 1, else 4 fois, et là c'est le r, YG 4 moins 1. Et donc on fait 4 fois l'appel récursif YG 4 moins 1, mais le YG va de nouveau sortir en G. Donc on va avoir G, YG de 4 moins 1. Donc on va avoir une sorte d'appel récursif, mais avec 3. Et après, on arrive à faire 4 fois 2 fois 2 fois 1, tous les appels récursifs. Et c'est parce qu'au bout, on n'a plus un appel de Y ici. C'est comme ça qu'on arrête la boucle. Ok. Je pense que ça, c'est un peu trop pour tout de suite. Mais avec cette astuce, on arrive à faire des fonctions récursives. Vous voyez qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de simple, en fait. Hein? Avec le Y, on peut faire une fonction récursive quelconque en nombre de calcul. Mais avec ça, on peut donc montrer que le nombre de calcul peut vraiment tout faire. Tous les programmes qu'on peut faire autrement, on peut faire aussi en nombre de calcul. Ok? J'ai une autre question. Est-ce qu'on considère du coup que ça c'est du récursif terminal directement en fait? Ah, ce n'est pas le récursif terminal ici, hein? Ah non, parce qu'il y a une multiplication là. À chaque fois. Oui, on peut faire la même chose en récursif terminal, mais je ne voulais pas, parce que je voulais faire un truc le plus simple possible. Hein? Parce que ça ajoute encore un autre argument en fait. Au lieu d'avoir juste le n, on a les i et le a, et le r. Donc le g, il aurait 3 arguments au lieu de 2 en fait, si on fait récursif terminal. Parce que la fonction récursive s'ajoute comme argument. C'est un argument en plus. Et donc si on a 2 arguments, ça va faire 3. Ici on a juste le n, et on ajoute le r, ça fait 2 arguments.
Donc on peut faire la même chose avec la version récursive terminale. Mais là, le G, il aura 3 arguments au lieu de 2. Mais on va regarder ça un peu plus près la semaine prochaine. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc concentrez-vous surtout sur les autres trucs. Ceci est un peu plus compliqué parce que les fonctions récursives, les faire un nombre de calculs, ce n'est pas vraiment un truc simple. Mais si on sait faire ça, là, il y a vraiment la preuve qu'on peut tout faire en nombre de calculs. Que les langages qu'on utilise ne donnent rien en plus. Donc ceci, tout est dedans. Okay? Ce truc simple, c'est tout faire. Okay? Et je crois que je vais m'arrêter là. Et on va encore un peu en parler la semaine prochaine. Donc les choses qui ne sont pas claires ou pour lesquelles je peux aller un peu vite, on va les regarder un peu plus à tête reposée. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc je m'arrête là.